Ah, l'Auvergne, ses fromages, ses charcuteries, ses volcans, son eau minérale. Qui pourrait penser que cette région bucolique, en plein centre de la France, ait pu accueillir l'un des peuples les plus dominants et emblématiques de la Gaule indépendante? C'est pourtant bien le cas, et si vous avez sans doute entendu parler brièvement du peuple des Arvernes, impossible d'être passé à côté de leur roi à l'époque de César, Vercingétorix. Si on s'en tient à l'historiographie, c'est le premier héros national de France, et sûrement le seul Gaulois dont on entend réellement parler à l'école. Mais derrière la figure du héros qui lutta contre l'impérialisme romain, se cache un peuple puissant et bien établi. Un peuple qui, à sa manière, tenta d'établir une suprématie sur une grande partie de la Gaule. À des périodes variées, l'influence arverne se fit ressentir jusque dans les vallées du Rhône et de la Garonne, ainsi que de l'autre côté des Cévennes, dans le Languedoc. Même lorsque les Romains s'emparèrent au IIe siècle avant Jésus-Christ de la Gaule méridionale, les Arvernes gardèrent un large réseau de clientèle qui s'étendait sur pratiquement tout le massif central. C'est ce que nous allons voir en parlant tout d'abord de leur peuple client. Bonne vidéo à tous et n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner si le contenu vous plaît. Les Cadurques occupaient un territoire qui correspond au département actuel du Lot, mais qui s'étendait aussi un peu en Dordogne et dans le Tarn-et-Garonne. Le sens de leur nom est débattu, mais il serait plus à rapprocher, comme souvent, d'un thème martial, probablement quelque chose comme les vaillants combattants. Leur territoire vallonné comprenait de nombreux oppidas, dont Uxellodunum, la dernière forteresse à avoir résisté à César, et donc le lieu du dernier siège de la guerre des Gaules. C'était la forteresse la plus importante des Cadurques, et sûrement leur capitale, mais ceci reste contesté par d'autres sites comme l'Impernal ou encore l'oppidum de Mursens. Les Cadurques se démarquaient, selon de nombreux auteurs antiques, par la production de tissus en lin, dont la qualité était estimée jusqu'en Italie. Lucterios, un de leurs aristocrates, refuse de capituler après la reddition de Vercingétorix en 52 avant Jésus-Christ et mène la dernière poche de résistance gauloise. Le village d'Astérix a donc en quelque sorte bien existé, mais il se trouvait dans le Quercy et non en Armorique. Lucterios fut soutenu par d'autres Gaulois en fuite, dont un chef sénon, c'est-à-dire de la région de Sens, nommé Drapès. Sous la pression des légions, ils n'eurent d'autre choix que de se réfugier, puis de se barricader dans Uxellodunum. Contrairement à Alésia, les Gaulois parviennent à organiser de nombreuses sorties pour ravitailler la forteresse, au nez et la barbe des Romains. Il n'y eut pas de fin heureuse pour ces irréductibles. Drapès finit prisonnier lors d'une tentative de ravitaillement hors les murs, et Lucterios parvient à fuir chez les Arvernes, où il est finalement trahi puis livré aux Romains. On ne sait pas s'il finit exécuté, otage, ou même utilisé comme trophée lors du triomphe de César, lors de son retour à Rome. Drapès s'est lui très probablement suicidé après sa capture. Uxellodunum résiste encore quelque temps, mais finit par tomber lorsque les Romains s'emparent de la seule source d'eau de la forteresse. Ses défenseurs finissent donc par se rendre, et se serait fait couper les mains en guise de punition, selon la légende. De la même façon qu'à Alésia, et dans toutes les places fortes qui ont vaillamment résisté aux conquérants, Uxellodunum est démantelé après sa prise. Les Romains donnent ensuite une nouvelle capitale aux Cadurques, à l'emplacement de la ville moderne de Cahors, dont le nom leur est issu. Les Cadurques ont aussi donné leur nom à la région historique du Quercy. À l'est des Cadurques, les Rutènes occupaient les vallées du Tarn et de l'Aveyron, à l'ouest du Massif central et au sein des départements éponymes. Le nom des Rutènes est probablement comme celui des Cadurques, à rapprocher d'un qualificatif guerrier. Mais une autre théorie le rapproche de Ruto, rouge en proto-celtique, qui a donné ruse en breton et rude en gallois.
Ils donnèrent leur nom à la ville de Rodez, qui était sûrement leur capitale, et à la région historique du Rouergue. Ils étaient bien mieux dotés en ressources minières que leurs voisins cadurques, en particulier d'argent, qui se négociait jusqu'en Méditerranée déjà bien avant la conquête romaine. Ce métal était très recherché pour frapper monnaie, une pratique qui mit du temps à s'implanter chez les Gaulois, mais qui existait de longue date chez les peuples méditerranéens. Apparue au 8e siècle avant Jésus-Christ dans le royaume de Lydie, dans l'actuelle Turquie. Comme les Cadurques, l'histoire des Ruthènes est liée à celle des Arvernes et de leur clientèle. Ils sont présents avec eux lors de la bataille de Valence en 121 avant notre ère, 70 ans avant la conquête césarienne. Cette bataille avait vu s'affronter les Allobroges, Gaulois de l'actuelle Savoie, alliés aux Arvernes contre les troupes romaines, qui s'emparaient de la Gaule du Sud. Cette bataille, qui eut lieu près de Valence dans l'Isère, aurait mené à une grande défaite côté gaulois, qui fit au moins plusieurs dizaines de milliers de morts. On imagine qu'il y avait parmi eux l'armée ruthène, qui dut, comme celle des Arvernes, rentrer grandement affaiblie. Plus de 6 décennies plus tard, les Ruthènes se trouvent encore aux côtés des Arvernes, cette fois lors de la révolte de Vercingétorix. Néanmoins, certains disent que les relations entre les deux peuples étaient fluctuantes depuis la défaite de Valence, et que les Ruthènes avaient recouvré une certaine indépendance politique. Ils avaient toutefois perdu une partie de leur territoire correspondant à l'Albigeois, c'est-à-dire l'actuel département du Tarn, qui avait basculé dans le giron romain. Ces Ruthènes plus précocement romanisés étaient surnommés provinciaux et furent rattachés à la province de Narbonnaise. Les Ruthènes au nord du Tarn restèrent eux indépendants jusqu'à la conquête de César, où leur territoire finit occupé par le stationnement d'une légion, les empêchant ainsi d'apporter leur soutien à la révolte de Luctérios. À l'est des Ruthènes et au nord des Cévennes, les Gabales étaient un peuple de montagnards vivant sur le plateau de l'Aubrac. Leur territoire correspond presque exactement à l'actuel département de la Lozère. Leur nom voudrait dire en celtique « les fourches ». C'est donc soit une référence à cet outil agricole qui sert divers usages, soit au col montagneux et sinueux qu'on appelle parfois des fourches. Leur capitale était peut-être Javols, aujourd'hui un petit village de quelques centaines d'habitants. Le nom de Javols est issu des Gabales, ainsi que la région historique du Gévaudan. On retrouve aussi parmi leurs oppidas les comiquement nommés Truc de Grèze et Truc de Saint-Bonnet de Chirac. Ce dernier est aussi avancé comme capitale probable des Gabales. Comme les peuples précédents, il s'agissait de clients des Arvernes, et ils furent liés eux aussi aux événements impliquant Vercingétorix, puis Luctérios le Cadurque. Ils auraient, après la victoire gauloise de Gergovie, attaqué le territoire des Elviens, un peuple gaulois allié de Rome et occupant l'actuelle Ardèche. C'est tout ce que l'on sait d'eux véritablement, mais ils ont sûrement fini par se soumettre en même temps que les Ruthènes, lorsqu'une légion fut stationnée dans la région. Les Vélaves peuplaient les hautes terres à l'ouest des monts d'Ardèche, qu'on appelle le Velay d'après leur nom. Ce territoire s'insère en grande partie dans l'actuel département de la Haute-Loire. Leur nom signifie en celtique les hauts, ce qui peut être interprété soit comme ceux des hauteurs, les montagnards, soit comme les nobles, ou bien les deux à la fois s'il s'agit d'un jeu de mots. Leur capitale était l'oppidum de la Roche-Lambert, sur les hauteurs de Saint-Paulien. Ce peuple a bénéficié de très peu de recherches archéologiques sur ces périodes proto-historiques. Ces agglomérations pré-romaines sont donc très mal connues. Il s'agit encore une fois de clients des Arvernes, mais les Vélaves étaient sûrement le plus soumis de tous ces clients, étant quasiment sous leur contrôle direct. D'autres théories font des Vélaves et des Arvernes un seul et même peuple, car César les mentionne comme tels, et Strabon les qualifie tous sous un seul et même nom, les Vélones. Leur histoire est donc intimement liée à celle de Vercingétorix et de son peuple. Un autre peuple mineur est mentionné par César comme étant dans la dépendance des Arvernes, les Éleutètes. Leur existence est encore plus énigmatique, et aucune mention n'est faite d'eux après la conquête.
La théorie la plus populaire est qu'ils auraient vécu dans une petite enclave entre les territoires arvernes, rutènes et gabales sur le plateau de l'Aubrac. On aura cessé de les mentionner dans cette vidéo, et finalement nous y sommes, les Arvernes. Il s'agissait d'un des peuples les plus puissants de la Gaule indépendante, et sans aucun doute le plus emblématique de tous. Leur territoire était centré sur l'actuel département du Puy-de-Dôme, et s'étendait en partie sur les départements du Cantal, de la Haute-Loire et de l'Allier. Il s'agit du territoire historique de l'Auvergne, dont le nom leur est issu. Ce nom a une étymologie proche de celle des Vélaves, car il signifierait « ceux d'en haut » ou encore « les supérieurs ». Plusieurs capitales leur sont attestées, toutes dans les environs de Clermont-Ferrand. Leur première capitale aurait été l'oppidum d'Aulnat, une ville de plaine non fortifiée, découverte lors de la construction de l'aéroport de Clermont-Ferrand et occupée entre les 3e et 2e siècles avant notre ère. Leur seconde fut l'oppidum de Coran, cette fois un site fortifié de hauteur, qui est leur capitale jusqu'à la guerre des Gaules. L'oppidum de Gergovie était lui une place forte secondaire. Étant donné qu'il s'agit du lieu d'origine de Vercingétorix et de sa famille, Gergovie devient brièvement la capitale lorsque celui-ci prend le pouvoir en 52 avant Jésus-Christ. Enfin, une fois la conquête achevée, les oppidas cités précédemment sont progressivement démantelés. Les Romains fondent une ville nouvelle, Augustonemetum, à l'emplacement de l'actuel Clermont-Ferrand, qui reste la capitale des Arvernes, puis de l'Auvergne, jusqu'à aujourd'hui. Toutes ces capitales se trouvent dans la Limagne, une plaine fertile entre les volcans d'Auvergne et le Massif central. C'est là que vivait l'essentiel de la population arverne, mais d'autres sites, aujourd'hui trop peu connus, devaient parsemer leur grand territoire. Ils parvinrent à établir une hégémonie sur le Massif central et au-delà, en partie grâce à l'exploitation de riches gisements métallifères, en particulier de plomb et d'or, mais aussi d'étain, de cuivre et de fer. Des légendes perpétrées par les auteurs latins mentionnent une sorte d'Eldorado arverne, où l'or coule à flot et les rois le distribuent avec beaucoup de largesse à leurs alliés et amis. Si cela est peut-être un peu exagéré, les pièces d'or des Arvernes circulaient bien au-delà de leur territoire, jusqu'en Méditerranée. Ils développèrent aussi une industrie métallurgique prospère, qui leur permit d'avoir un certain avantage technologique et militaire sur leurs voisins. Tout cela couplé à une agriculture intensive dans la plaine de la Limagne, bien attestée par l'archéologie, qui devait leur permettre de nourrir une population nombreuse, estimée entre 300 000 à 500 000 habitants à la veille de la conquête. Cette forte démographie leur permettait de contraindre des peuples plus faibles à leur verser tribut d'hommes et de richesses. Elle leur permettait aussi d'envoyer des troupes dans des conflits à plus grande échelle et parfois loin de leur territoire, comme on l'a vu avec la bataille de Valence. Les Arvernes avaient donc en quelque sorte un rôle d'arbitre des conflits et de régulateur des échanges auprès d'autres peuples gaulois. Cette situation est parfois surnommée monarchie suprême, une place enviée par de nombreux peuples au cours de l'histoire gauloise, notamment les Bituriges et les Éduins. Il ne faut pas voir là de véritables empires cohérents et organisés, mais plutôt une hiérarchie des relations entre les différentes nations celtes. Il s'agissait donc d'un peuple puissant, connu des Romains déjà plusieurs siècles avant César, au moins depuis le IIIe siècle avant Jésus-Christ. Ils sont mentionnés pour la première fois lors de la Deuxième Guerre punique, qui a lieu à la fin de ce siècle et qui oppose les Romains aux Carthaginois. Les Arvernes auraient guidé le général carthaginois Hasdrubal et son armée par le biais d'un émissaire, du Languedoc jusqu'aux Alpes. Premier acte antagoniste envers Rome, ou volonté de se débarrasser des menaçantes troupes carthaginoises? Dur de savoir. Un peu moins d'un siècle plus tard, les Romains, menés par les troupes du général Domitius Aenobarbus, envahissent la Gaule du Sud. Les Arvernes sont alors alliés au peuple des Allobroges, qui occupent l'actuelle Savoie.
Cette alliance mène à la bataille de Valence, en 121 avant Jésus-Christ, qui finit, comme on le sait, en hécatombe côté gaulois. Cela écorna fortement la puissance arverne. Lors de cette bataille, leur roi, nommé Bituitos, et son fils Congenciatos furent capturés. Ils ne revinrent jamais au pays, condamnés à la réclusion en résidence surveillée en Italie, à plus de 1200 km de chez eux. Cet événement sonna le glas de la monarchie arverne. Privés de leur roi et de son héritier, les Arvernes se constituèrent en une sorte d'oligarchie aristocratique, le Vergobretat, qui fut traité dans la précédente vidéo. Ce système avait beaucoup de similarités avec les démocraties grecques antiques, et découle directement de l'influence exercée par Rome. Il faut donc imaginer que pendant un peu moins d'un siècle, entre la capture de Bituitos et la montée au pouvoir de Vercingétorix, les Arvernes élisèrent des magistrats et votèrent leurs lois lors d'assemblées. Le pouvoir resta néanmoins aux mains des grandes familles, c'est-à-dire celles qui avaient un lignage ancien et prestigieux, comme celle de Vercingétorix. Le souvenir de la monarchie demeura tout de même persistant. Celtilos, le propre père de Vercingétorix, probablement seigneur de Gergovie et Vergobret au début du 1er siècle avant Jésus-Christ, aurait tenté un coup d'État. Cela aurait mené à sa chute, puis à son exécution. Vercingétorix aurait peu connu son père, mort lorsqu'il avait une dizaine d'années. Même si cela ressemble à un cliché hollywoodien, il grandit sûrement avec l'idée de venger son père, puis de s'approprier son ambition, celle de devenir roi et de mettre fin à l'oligarchie. Dans sa jeunesse, il ne fit pas preuve de l'hostilité farouche envers les Romains qu'on lui connaît. Il aurait au contraire vécu parmi eux et effectué sa formation militaire auprès de César lui-même. Il faut comprendre qu'après la bataille de Valence, les Arvernes ne furent pas annexés comme les Allobroges, mais ils durent très sûrement signer des traités contraignants avec Rome, avec par exemple une mise à disposition de troupes militaires régulières. C'est pour cela que Vercingétorix aurait passé ses jeunes années chez eux, en tant que représentant de son peuple et à la tête d'un contingent arverne. C'est seulement après plusieurs années de guerre et d'exactions que Vercingétorix rentre finalement chez lui, incitant son peuple à la révolte. Il y parvient et renverse le Vergobret Gobanicio, favorable aux Romains et probablement son propre oncle. Il rétablit donc la monarchie arverne en 53 avant Jésus-Christ. C'est à ce moment-là qu'il prit le nom de Vercingétorix, littéralement grand roi des guerriers, son ancien nom étant incertain. Il parvient rapidement à soulever les peuples issus de la clientèle traditionnelle des Arvernes, mais aussi au-delà, et à harceler les peuples qui demeurent alliés à Rome, comme les Helviens en Ardèche. César traverse alors les Cévennes en urgence, début 52 avant Jésus-Christ, pour essayer de rétablir la paix. À nouveau, des séries de combats, de sièges et d'exactions poussent de nombreux peuples de Gaule, comme ceux du bassin parisien, dans le camp de Vercingétorix. Après le siège de Bourges, qui vit la chute d'une des plus grandes villes gauloises, César décide de s'attaquer directement à Vercingétorix. Il arrive devant Gergovie à l'été 52, où le roi s'est barricadé avec son armée. César échoue à s'emparer du site et se fait même refouler, perdant des centaines, voire des milliers d'hommes au passage. C'est sa première véritable défaite depuis le début du conflit. Il perd à ce moment-là l'alliance avec les Éduins, peuple de l'actuelle Bourgogne, qui fut auparavant un allié de longue date de Rome. Mais César n'a pas perdu la guerre pour autant. La suite, vous la connaissez sûrement. Vercingétorix profite de sa victoire pour tenter de refouler les Romains, mais il se fait battre près d'Alésia, en Bourgogne. Il se barricade alors dans l'oppidum, mais cette fois César décide de ne pas mener l'assaut. Il préfère à la place construire une série de camps tout autour, pour empêcher toute tentative de sortie et de ravitaillement. La méthode marche, car en moins de 2 mois les Gaulois meurent de faim, et Vercingétorix accepte de capituler. Le roi Arverne est ensuite amené à Rome pour le triomphe de César, qu'il exhibe comme une prise de guerre aux foules romaines.
On peut penser qu'après la capture du roi, César fut impitoyable avec les Arvernes. Mais ce n'est pas le cas. La guerre avait assez duré, et les ambitions du général romain commençaient à se tourner vers Rome elle-même. Il leur rend alors 20 000 prisonniers capturés à Alésia contre leur soumission, et les nobles qui lui sont favorables sont rétablis dans leurs fonctions. À l'époque d'Auguste, la capitale est déplacée dans la ville nouvelle d'Augustone Mettum, aujourd'hui Clermont-Ferrand. Ainsi se termine avec les Arvernes l'histoire de la Gaule indépendante, qui rentre définitivement dans le giron de la civilisation gréco-romaine. Ainsi s'achève la série de vidéos sur la Gaule aquitaine. Si vous avez manqué mes dernières vidéos, n'hésitez pas à aller les voir, car elles traitent des Basques antiques au sud de la Garonne et des nations celtes entre Loire et Garonne. Les prochaines vidéos traiteront de la Gaule celtique telle qu'elle fut définie à l'époque d'Auguste, c'est-à-dire les territoires entre Rhône, Seine et Loire. On passera donc dans la région lyonnaise, mais aussi dans des territoires variés comme la Bourgogne, la vallée de la Loire, l'Armorique ou encore la Normandie, sous leur forme gauloise bien évidemment. Je vous souhaite donc à la prochaine, et d'ici là, portez-vous bien.